Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Parlons foncier, le direct. Je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui, le 14e que nous organisons. Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler sécurité alimentaire. Alors à l'heure où la consommation locavore fait sa place, de plus en plus de questions se posent. Et avec nos invités, donc on va échanger sur la sécurité alimentaire. Donc pourquoi le lien aujourd'hui entre le foncier, la préservation des terres agricoles et la sécurité alimentaire prend son sens. Et donc sans plus attendre, je vous présente nos deux invités, donc Stéphane Linou et Dominique Granier, pour échanger avec nous sur ce thème. Stéphane Linou, bonjour. Et bonjour à tout le monde. Stéphane Linou, vous êtes expert associé au laboratoire sécurité défense du CNAM. Vous êtes auteur et consultant et vous êtes producteur de la future émission TV sur le défi Tour de France locavore Mangeons local. Et vous êtes spécialiste essentiel entre l'alimentation et la sécurité. Vous avez été aussi conseiller général dans l'Aude et conseiller municipal. Et vous êtes pionnier du mouvement locavore en France et fondateur notamment des premières AMAP audoises. Et bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui, vous avez écrit un livre enquête issu d'un mémoire de recherche qui s'intitule Résilience alimentaire et sécurité nationale, et vous y décrivez les diverses vulnérabilités de notre système alimentaire. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Dominique Granier, bonjour. Bonjour. Dominique Granier, vous êtes président de la SAFER Occitanie. Vous êtes vigneron en bio dans le Gard, proche de Sommières, et vous avez été 18 ans président de la Chambre d'agriculture du Gard, et vous êtes à ce jour toujours vice-président. Vous êtes à l'initiative de la création du MAS des agriculteurs à Nîmes. C'est un magasin de producteurs qui rassemble 300 producteurs. Et bien sûr, vous êtes un passionné et un fervent défenseur de la terre nourricière. Ravi d'être avec vous également. Merci. Alors, durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de réagir et de poser vos questions à nos intervenants. Donc, vous pouvez le faire sur le chat. Et donc, sans plus attendre, on démarre avec une première question pour vous, Dominique Granier. Pourquoi vous avez souhaité inviter Stéphane Linou aujourd'hui pour ce webinaire ? Je suis très heureux de recevoir Stéphane Linou aujourd'hui. J'y tenais beaucoup suite à la prestation qu'il a faite au Congrès des SAFER à Marseille en novembre 2021 devant 600 congressistes. Il a été très, très applaudi. C'était une bonne prestation. Et puis, c'est la suite logique, je dirais, après le webinaire que nous avons fait avec François Collard-Dutilleul, qui a écrit un livre « Nourrir, la sécurité alimentaire ». Et puis, le deuxième qu'on a animé aussi, avec les deux métropoles, Toulouse et Montpellier, sur la politique que nous souhaitons, la politique alimentaire sur le territoire, avec Jean-Jacques Bolzan et Isabelle Touzard. Donc, c'est une suite logique. Stéphane connaît bien les collectivités. Il a été conseiller municipal, conseiller départemental aussi. Et puis, c'est un pionnier du mouvement locavore. Je dirais c'est le premier locavore de France. Et il est chez nous, il est dans notre région. Actuellement, il est dans le Lot. Et puis, j'ai envie de partager aussi sa vision. C'est un angle différent sur la sécurité alimentaire. Moi qui protège les terres nourricières, lui, c'est son base, c'est la sécurité alimentaire. Voilà pourquoi je suis content de l'avoir en face de moi. Merci beaucoup, Dominique. Alors, Stéphane Linou, je me tourne vers vous. Donc, vous avez écrit cet ouvrage. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous expliquer et nous en dire un peu plus pour démarrer ce webinaire ? Oui, avec plaisir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci à Dominique Granier, président de la SAFER Occitanie, de vouloir porter un éclairage sur tout simplement le plus vieux sujet du monde. C'est tout simplement le lien entre l'alimentation et la sécurité. Alors, ce sujet, je l'ai dépoussiéré, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que le dépoussiérer depuis une bonne vingtaine d'années.
Parce qu'en fait, depuis à peu près une soixantaine d'années, du moins dans nos pays riches, on pense que se nourrir est une affaire à régler. Que, au pire, ça viendra toujours de quelque part. Et que cette préoccupation qui était dans nos têtes depuis la création du monde, en fait, on s'est dit, eh ben non, c'est réglé, on va pouvoir se focaliser sur d'autres sujets. On va se focaliser sur l'estime de soi, sur les loisirs ou autres. De toute façon, on a le ventre plein et on est même d'ailleurs obligé de gérer des problèmes d'abondance, c'est-à-dire les maladies dites de civilisation, obésité, cancer, diabète, tout ça. La preuve que dans nos sociétés d'abondance, contrairement aux sociétés de pénurie qui ont toujours été la règle, on était organisé de tout temps autour de la pénurie car c'était la règle. L'abondance, c'était l'exception. Donc en fait, on a commencé par, en tant qu'espèce sapiens, par courir après la nourriture. Notre ventre allait vers la nourriture. On allait prélever des végétaux, on courait après les animaux herbivores ou carnivores qui couraient eux-mêmes après cette nourriture. Donc notre ventre allait à la nourriture. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé, s'est réchauffé, on s'est dit, tiens, on a le temps de voir venir, mais maintenant, cette nourriture, on va la faire pousser autour de notre ventre. C'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes et pour mettre en place des aménagements collectifs, hydrauliques, de stockage, tout ça, on s'est regroupé en communauté. Donc, en fait, on a sécurisé cette nourriture autour de notre ventre. Donc, c'est à partir de là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on s'est dit, eh ben, de telle colline à telle colline, c'est à nous. C'est là qu'on a grandement inventé la politique aussi. Donc, après avoir donc couru après la nourriture, donc notre ventre vers la nourriture, après l'avoir fait pousser autour de nous, autour de notre ventre, et après l'avoir sécurisé en groupe, maintenant, c'est cette nourriture qui vient à notre ventre. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand, est-ce qu'il y a des risques ou autre. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mers, les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se prémunir des envahisseurs, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, en fait, l'ordre public, parce qu'avant qu'on invente et qu'on ne fabrique les États-nations, l'ordre public, il était quasi exclusivement assuré au niveau local. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande, police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Il y avait donc un regard et une autorité même sur le foncier. C'était une préoccupation, une conscience et une responsabilisation collective, donc politique, qui se rajoutait à une conscience et une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Donc cette addition de conscience et de responsabilisation individuelle et collective n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Et si les élus de l'époque ne mettaient pas un minimum de moyens en place pour ça, eh bien le peuple avait légitimement le droit de se révolter. Donc en fait, la hantise des édiles de l'époque, c'était que le peuple se révolte par le ventre. Et d'ailleurs, j'avais fait intervenir un historien des temps modernes, et je lui avais demandé de zoomer un peu sur les révoltes frumentaires, un historien de Narbonne, Gilbert Larguier. Il avait retrouvé dans les archives de Narbonne, qui sont très très riches, beaucoup d'éléments, et notamment concernant le foncier. Il avait retrouvé un arrêté de 1720 ou 25 à peu près, qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne.
Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi? Mais parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelque temps après. Donc, non seulement le foncier était protégé car directement relié à des questions d'ordre public, mais en plus, à certains moments, on était capable et autorisé, et on devait même en décider l'affectation et le type de culture. Donc, en fait, le plus ancien couple de risques dans les villes, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc, en fait, on ménageait le territoire. Contrairement à maintenant, où on lâche. Et à chaque fois, qui c'est qui trinque? C'est le foncier qui est la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. Parce qu'on se dit, se nourrir est une affaire réglée, et ça viendra toujours de quelque part. Donc, du coup, moi, l'élu, et les élus ne sont que le reflet des citoyens qui les élisent, qui les mettent en place. Je ne tape pas sur les élus, je le sais, je travaille avec, je l'ai été, tout ça. C'est pas ça que je dis. Mais en fait, le plus ancien sujet du monde est sorti des têtes collectives, donc politiques, mais également sorti des têtes individuelles. Donc du coup, dans les documents de planification territoriale, après les lois de décentralisation de Mitterrand, en fait, Mitterrand arrive et dit oh, les collectivités, notamment les communes, je vous redonne le pouvoir, notamment sur l'aménagement de l'espace. On pouvait se dire en 83, les lois de décentralisation arrivent, les élus de 83 vont reprendre à bras le corps le sujet sur lequel était grandement basée la légitimité politique de leurs ancêtres, les consuls. Eh bien non, puisque dans les documents de planification territoriale, ils ont été capables de dire il nous faut tant de crèches, tant de zones commerciales, tant de routes ou autres, mais pourquoi pas tant de paysans? Pourquoi pas tant de surfaces nourricières? Ah ben non, puisque c'est complètement sorti des têtes, c'est devenu donc la variable d'ajustement de toutes les autres politiques, également jugée comme étant beaucoup plus noble. Donc du coup, je me fais photographier en coupant le ruban d'une zone d'activité. Et d'ailleurs, c'est même curieux, parce que dans le nom des commissions de travail régulièrement, dans les SCOT, dans les PLU ou autres, l'agriculture, et je le sais, j'ai été conseiller en développement local pour une communauté de communes, l'agriculture n'était pas forcément dans la même commission que la commission économie. C'est curieux. Alors que c'est la base de tout. Eh bien non, c'était souvent mis dans la commission aménagement de l'espace, cadre de vie, tourisme. C'est bizarre. Donc en fait, c'est même sorti des têtes aussi des lotisseurs, des têtes même individuelles, c'est-à-dire j'avais retrouvé le règlement du lotissement dans lequel mes parents avaient acheté une maison à la fin des années 70 à Blagnac. Et je leur disais à mes parents, je leur dis, mais pourquoi vous ne mettez pas des poireaux dans le jardin là? Ils disent, mais ça va pas, c'est interdit. Je dis, mais interdit où ça? Eh bien, dans le règlement du lotissement. Et donc, du coup, je l'ai retrouvé. Et dans mon mémoire de recherche, je l'ai mis en illustration. Qu'est-ce qui était écrit? Il était écrit que les jardins doivent garder leur caractère d'agrément. Donc, les jardins potagers interdits. Donc, pour dire, c'est tellement sorti des têtes qu'on a été capable d'écrire des choses comme ça. Donc, il n'est pas étonnant qu'au niveau des collectivités locales, la fonction jusque-là du foncier qui était nourricière soit également sortie des têtes. Donc, aussi des documents de planification territoriale. Donc, en fait, c'est hallucinant d'avoir pu constater que ce sujet qui était dans les têtes des hommes préhistoriques ou autres, parce que les hommes préhistoriques, ils se faisaient pas des selfies. Ils dessinaient quoi dans les grottes? Ils dessinaient de la nourriture. De la nourriture. On ne pensait qu'à ça. La course à la protéine et la protection. Et en fait, ça, on s'est dit, c'est réglé. Et donc, du coup, le foncier, il n'y a pas besoin de le protéger.
de toute façon, on en fait autre chose. Et de toute façon, c'est pas sur le foncier qu'il y a de la taxe professionnelle en plus. Donc voilà, jusque-là, lorsqu'elle existait. Oui, oui. Donc en fait, je me suis toujours questionné sur ça. Et Et j'ai mené une enquête dans des mondes qui, quelque part, se parlent peu. C'est, imaginons qu'il y ait une rupture d'approvisionnement alimentaire. Et donc, en 2008, j'avais imaginé une pandémie grippale qui bloquait les chaînes d'approvisionnement. Et c'est là que je me suis mis en scène et j'ai lancé le mouvement Locavore. Donc, pendant un an, autour de Castelnaudary, je ne me suis nourri qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes. Donc, en fait, c'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Et c'était, imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le peu qu'on produit à titre individuel, avec le quasiment rien que le stock, avec le quasiment rien que l'on transforme, avec le fait qu'on se fournit pour à peu près 70% de notre alimentation dans les grandes surfaces qui n'ont que 2 jours de stock, même pas, avec le fait qu'il n'y a pas de stock dans les collectivités locales, avec le fait qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État, et que les populations sont de frustration. Stéphane, je pense qu'on va du coup s'arrêter là juste pour que Dominique puisse rebondir sur la partie, le lien que vous faites avec le foncier, du coup qui est très intéressant et je voyais Dominique hocher la tête. Donc Dominique, je pense que les propos là de Stéphane vous parlent et quel lien vous justement vous faites avec le foncier? Ben, il me parle, je me régale de l'écouter. Je me serais cru au congrès à Marseille, je me régale. J'aurais aimé que les 33 000 maires de France l'écoutent aussi. Et j'aurais aimé qu'il y ait une question hier dans un débat télévisé, vous savez, entre 2 personnes, hein, où on puisse parler d'agriculture, de souveraineté alimentaire. On a parlé de pouvoir d'achat, on a parlé de voile, on a parlé de guerre et de plein d'autres choses. Mais il a manqué l'essentiel, comme dit Stéphane, la nourriture. Alors, la nourriture, on oublie souvent que la nourriture, ben, elle provient de la terre. On le sait, on en sait quelque chose. Nous, paysans, je dirais, on le produit. Et quand je vois l'illustration que certains interdisaient de planter des vignes pour avoir, je dirais, une terre à grains, ça me fait rire parce que j'y pense beaucoup. Parce que personnellement aussi, je suis en train de changer ma propriété pour essayer de mettre un peu plus de grains, un peu plus de vie, un peu plus d'aliments, je dirais, et non pas uniquement que du vin. Alors, on oublie que la nourriture provient de la terre, mais nous, à la SAFER, on essaie de protéger cette terre nourricière. Comme vous le dites, Stéphane, cette terre, il faut la protéger. Il faut porter le foncier. Peut-être que le foncier ne sera peut-être pas... les agriculteurs ne seront peut-être pas forcément propriétaires de leur foncier, donc il faut les aider. Il faut sanctuariser le foncier pour aider l'installation de demain. Donc, on est en phase. La nourriture provient du foncier, protéger les terres nourricières, préserver les terres agricoles. On en parlait déjà il y a une dizaine d'années avec le maire l'ancien maire de Montpellier, Georges Frêche. Certaines villes l'ont fait, on le sait, Barcelone, Nantes, Rennes, bien d'autres. Donc, notre rôle à nous, alors, on a des programmes, des projets d'alimentation territoriale, des PAT. En Occitanie, on a 30 PAT importants, dont la SAFER a un rôle important à jouer. Dans le service d'Isabelle Botrel, il y a une personne qui a été employée là-dessus. C'est au dernier conseil d'administration, si je n'ai pas cité le mot 10 fois alimentation, et pourtant on est dans un conseil d'administration de la SAFER. Certes, c'est un parlement du foncier, la SAFER, mais je m'efforce de dire attention à l'alimentation, attention, on l'a vu avec ce qui s'est passé avec le Covid, on le voit avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, le monde est déstabilisé, mais la nourriture aussi est déstabilisée. Et on le sait, le transport coûte beaucoup plus cher, donc c'est difficile, les denrées sont difficiles à trouver, et puis s'il n'y a plus de transport, il n'y a plus de nourriture, étant donné qu'on n'a plus le jardin potager du coin, on nous l'a interdit, comme le dit, on n'a plus la terre nourricière dont le village avait réservé. Voilà ce que je voulais dire. Le portage du foncier, on se fait aider avec la région, portage du foncier, avec les banques. On est un acteur principal, je dirais, la SAFER, parce que 40% des terres passent en Occitanie, du moins.
passe par la SAFER et on a besoin de tout le monde pour sanctuariser le foncier. Je m'efforce de dire à mon partenaire banquier, pour ne pas le citer, le Crédit Agricole, il faut que chacun mette sa part pour, je dirais, porter ce foncier et alléger le coût de l'installation des jeunes agriculteurs demain. Merci beaucoup, Dominique Granier. Je rappelle que vous êtes président de la SAFER Occitanie. Alors, Stéphane Linou, du coup, peut-être reprendre effectivement là où vous en étiez, parce que concrètement, du coup, comment on fait et vous étiez en train de justement de nous parler, d'imaginer cette rupture-là d'approvisionnement alimentaire. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire du coup un peu plus? Alors, oui. Donc, en fait, cette démarche de locavore, en fait, je l'avais intitulée donc Mange local, d'accord, mais le sous-titre, c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, une question d'ordre public. C'était ça le titre de mon expérience de 2008. Et en fait, on me demandait toujours le comment, est-ce que ça me coûtait plus cher, est-ce que j'ai maigri, est-ce que je suis tombé malade, tout ça, mais jamais sur le pourquoi, parce qu'on ne me croyait pas en fait. Je commençais toujours à imaginer qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque tout. Comment on pourrait se débrouiller sans se taper dessus. Et lorsque j'ai été élu conseiller départemental, j'ai eu la confirmation qu'en fait, aucun élu ni personne ne pensait à ce scénario-là. Et je demandais régulièrement aux préfets, aux militaires, aux pompiers, tout ça, est-ce que cette question est prévue dans les services? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Et là, je voyais qu'on me regardait. En fait, ils découvraient la question au fur et à mesure que je posais les questions. Donc, du coup, en 2017, je reprends mes études et je fais ce master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Et j'en profite pour me faire encadrer par un militaire, un ancien colonel de Légion, un géographe. Et également, ça a intéressé la division du renseignement de la gendarmerie nationale et la zone de défense et de sécurité de Paris. En fait, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai mené des enquêtes. Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense aux risques et à la sécurité? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Et en fait, ça a été hallucinant. J'ai eu plus de 53% de retours écrits. Donc des généraux, des policiers, des gendarmes, des syndicats agricoles, des historiens, géographes, le président de la Fédération nationale des SAFER également qui a répondu. Et en fait, j'ai tout publié et le constat est édifiant. En fait, on ne pense pas le plus vieux sujet du monde. Chaque monde croit que l'autre fait. Et chacun croit que l'autre a un plan. Mais dans le même temps, personne n'a les codes des autres mondes. Et c'est ça qui est terrible. Par exemple, les maires pensent que ça n'arrivera pas ou que Papa État a un plan. Eh bien non, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de répétition, il n'y a rien. Dans les plans communaux de sauvegarde, il n'y a pas le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Sauf depuis quelques mois, après que j'ai formé les élus à ça. Parce que je suis formateur à l'Institut supérieur des élus, pour justement les inciter à inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans leur plan communal de sauvegarde. Bientôt, leur plan intercommunaux de sauvegarde. Ah, ça tombe bien, puisque les plans intercommunaux de sauvegarde, généralement, c'est les mêmes périmètres que les PAT, les projets alimentaires et territoriaux. Ah, ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les plans climat, air, énergie, territoire. Ah, mais ça tombe bien, c'est souvent les mêmes périmètres que les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Donc en fait, en enrichissant le plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, par le truchement de tous ces dispositifs qui existent, on arrive à de la planification territoriale et à l'aménagement de l'espace. Et donc, en fait, lorsque l'on enrichit un plan communal de sauvegarde avec un risque, on est obligé de mettre des mesures de prévention et des mesures de protection. Et bien là, pour limiter les effets de ce risque s'il se réalise, après par exemple une cyberattaque sur toute la chaîne logistique de l'alimentation, et ça c'était mon scénario il y a 4 ans, c'était imaginons qu'il y ait une cyberattaque venant d'Ukraine.
qui bloque toute la chaîne d'approvisionnement de l'alimentation, puisque maintenant tout est interconnecté. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec l'impréparation de tout le monde, avec des stocks nulle part, et avec très peu de production locale. Et donc, en fait, ces scénarios-là, je les expose et je fais travailler les élus dans ces journées de formation, et à la fin, ils sortent avec la volonté et quasiment la décision d'enrichir leur plan communal de sauvegarde avec ce risque-là. Et donc, lorsqu'ils listent les actions à faire, qu'est-ce qu'ils listent généralement? Ah ben oui, mais notre PAT, est-ce qu'il part d'un scénario de rupture? Ah ben non, ah ben il faudrait quand même partir de ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah ben peut-être déjà augmenter la production locale et arrêter l'artificialisation des sols pour les grands projets inutiles. Ah ben oui, ça serait bien, justement, de stopper des projets inutiles, souvent héritiers de visions du XXe siècle, pour justement se remémorer ou apprendre que le foncier, dans le temps, il était stratégique car nourricier et directement relié à des questions d'ordre public. Donc là, du coup, ils pensent que dans les projets alimentaires et territoriaux, eh bien, il faut relocaliser, mais pour des raisons de sécurité. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Eh bien, d'abord le capital naturel, donc l'eau et le foncier, mais aussi les facteurs de production, que sont les agriculteurs, les fermes, les outils de transformation, les semences et tout ça. Donc en fait, par le prisme des risques et de la sécurité, on remet la pyramide de Maslow à l'endroit, enfin, et là on dit qu'est-ce que je fais moi dans mon territoire? Ça marche. Hein. Ça y est, là, les Basques commencent à le faire, puisque j'ai formé la commune de Biriatou l'année dernière et elle a enrichi son plan communal de sauvegarde. Il y a plusieurs communes dans l'Aude qui sont en train de le faire et qui ont voté donc justement l'enrichissement de leur plan communal de sauvegarde avec ce risque-là. En Isère, voilà, j'arrête pas de tourner. Et dernièrement, j'ai été auditionné par le sénateur Marchand qui a rendu son rapport d'évaluation des projets alimentaires et territoriaux au Premier ministre il y a 10 jours. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, je suis content. C'est qu'il est écrit que décret d'application de la loi Matras, donc une loi qui a été votée au mois de novembre, du nom du député du Var qui a porté cette loi. Il y a beaucoup de choses sur le statut des sapeurs-pompiers, mais il y a une partie sur les plans communaux de sauvegarde. Qu'est-ce qu'il y est dit? Que à partir du moment où une commune a un plan communal de sauvegarde, eh bien, la doit mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde. Et donc, des manœuvres avec la population. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un décret d'application qui doit sortir. Eh bien, ce décret d'application, il comporte justement mes travaux, c'est-à-dire qu'il doit comporter le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Ça y est. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sécurité civile en décembre et en janvier pour ça. Donc ça va sortir. Donc ça veut dire que les collectivités vont devoir, les intercommunalités, mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde, donc risque inondation, risque feu de forêt ou autre, tout dépend du risque qu'elles ont. Mais pour les territoires qui auront une commune qui aura décidé d'enrichir son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, et bien du coup, ce risque-là sera regardé à l'échelle intercommunale. Donc là, on arrive à de la planification territoriale, donc le foncier, entre autres. Très bien. Donc c'est ça. Donc là, on est en plein dans l'actualité et il y a des volontés que de voir confier dans le futur la compétence alimentation à des collectivités locales. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Très bien. Mais je pense que donc ça va. Du coup, pour de la production alimentaire, eh bien, il faut réserver des endroits pour la produire. Alors, je ne suis pas pour le tout local à 100%. Je n'ai jamais dit qu'il faudrait être autonome à 100%. Ce n'est pas possible. Et deux, ce n'est pas forcément souhaitable. Par contre,
je suis pour une hybridation des modèles et des échelles, mais qu'il y ait au moins par territoire, comme quand Windows plante, un mode sans échec. D'accord, c'est pas sexy, il n'y a pas tout, mais au moins l'essentiel fonctionne. Qu'on soit capable par territoire d'avoir un mode dégradé alimentaire. Parce qu'en fait, c'est une question d'ordre public, et je l'ai démontré, d'ailleurs, j'ai eu le prix au Forum des risques majeurs sur ça. Oui, et ça a atterri au Sénat aussi, oui, une cyberattaque sur toute la chaîne logistique serait de nature à saturer toutes nos infrastructures de sécurité. Donc, impacter 2 des 3 piliers régaliens, sécurité intérieure et sécurité nationale. Donc, qui est en première ligne? L'élu à portée d'engueulade, le maire et ses équipes. Donc, en fait, les gens commencent à demander, mais toi, le maire, qu'est-ce que tu as prévu si jamais il y a un problème dans les supermarchés? Qu'est-ce que tu as prévu? Ah ben merde, rien. Ah ben, il y a le plan communal de sauvegarde. Allez, on se met au boulot. Merci Donc, en fait, beaucoup. ça y est, c'est plus un scénario de science-fiction. Ça y est, ça commence à rentrer dans les textes. Oui, je pense que tous les élus qui nous écoutent aujourd'hui sont sensibles effectivement à ce discours-là. Merci du coup Stéphane Linou. Je rappelle que vous êtes auteur et consultant spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité. Dominique Granier, on rentre dans les derniers moments de ce webinaire. Est-ce que vous pourriez nous citer un peu des initiatives, des mises en place qui ont été faites? La SAFER, elle aussi, a un plan, un programme pluriannuel des SAFER, un PPAS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là aussi? Oui, d'abord, je me nourris des paroles de Stéphane concernant cette logique. Je dirais, il peut être paysan, il peut être syndicaliste, il a les pieds sur terre, et je prends du plaisir à l'écouter, mais je prends du plaisir à écouter aussi, quand j'avais écouté et quand j'avais lu et relu Collard du Tilleul, dans son livre Nourrir, quand notre ami Stéphane Vera, directeur d'Un Plus Bio, nous a aidés pendant des années à changer l'alimentation de Nîmes et du département, et lui, il le fait au niveau national, à travers son livre Jour de fête. Je dirais, on s'enrichit d'écouter les gens qui sont meilleurs que nous sur ces thèmes de la nourriture. La nourriture, le bio, le local, comment manger mieux. J'y pense pas depuis 30 ans. Hein. Depuis une dizaine d'années, je dirais, j'ai pensé à cette alimentation quand je voyais mes enfants revenir de l'école en disant « Maman, papa, on a mangé, c'était pas très bon, ce qu'on a mangé à midi, à 4 heures. » Ils se rouaient sur les goûters. Et donc, on a compris, on a remonté un petit peu la terre, je dirais, la nourriture, la collectivité. On a changé les gros mammouths de la distribution à Nîmes avec Valérie Rouvéran, une adjointe de la mairie de Nîmes, pour changer, je dirais, les cantines et mieux manger. Alors, on parle, j'ai écouté Stéphane Linou, à l'époque, il y avait un président de chambre d'agriculture, Gravejal, qui disait pourquoi ne pas faire un poste agricole? Pourquoi on a fait un poste? On a tout prévu, des crèches, des zones d'activité, sauf préserver la terre agricole. Et c'est évident qu'il fallait la préserver. C'est évident. Alors, on a un programme pluriannuel d'activité des SAFER que nous avons mis en marche. Merci Hervé Flamand qui a travaillé sur ce sujet avec Hakima Béchois de la DRAF. À deux, et on a présenté ce programme la semaine dernière au conseil d'administration. Important. Et là aussi, bien entendu, l'alimentation est aussi en jeu. L'alimentation saine, je dirais locale, parce que s'il y avait un crime, vous savez, on s'était pas préparé à cette pandémie. On n'aurait jamais imaginé, nous, notre génération, moi j'ai 60 ans, qu'on allait nous enfermer chez soi, qu'on allait porter un masque, et encore, c'est pas terminé. Mais demain, on n'imagine pas une famine. Malheureusement, on voit ce qui va se dessiner dans les pays africains, nord-africains, la Tunisie, quand on voit que l'Égypte, 114 millions d'habitants, il y a 15 jours de stock. Vous imaginez un peu comment ça va se passer. Et là, je prends l'exemple de ce que nous avons mis en place, le CMD Ukraine, je dirais. L'Europe a dégagé 2-3% de jachère pour qu'on puisse semer, hein, parce qu'il va manquer des graines. Et nous, en Occitanie, on s'est mobilisé un peu avec tout le monde pour essayer d'aider, je dirais, les agriculteurs avec les 80 000 hectares de friches que nous avons en Occitanie et quelques jachères
inciter les gens à semer des graines, des tournesols, du soja, des luzernes, de l'herbe, pour que les humains puissent manger et surtout pour que les animaux aussi puissent manger, parce qu'il va manquer beaucoup de choses, je pense, à la rentrée en septembre-octobre. Voilà, ça c'était un pied. Après, la SAFER a accompagné beaucoup d'initiatives. Nous, dans le Gard, à l'époque, on avait fait le match d'agriculteurs, la maison, je dirais, la maison du sourire où tout le monde est content, les producteurs, les consommateurs et les restaurations collectives aussi, privées comme publiques, pour venir s'approvisionner un peu ce que prône Stéphane Hinoux à une petite échelle. À une petite échelle, mais ça fait quand même quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Et comme disait le célèbre Pierre Rabhi, on fait notre part. Et on a fait dans le Gard cette part. Notre ami président de Chambre d'agriculture dans l'Ariège, Philippe Lacube, va essayer de le faire à Toulouse. Donc on l'encourage et j'encourage toutes les responsables agricoles à faire de même parce que ça marche. On voit le résultat. Les consommateurs aiment ça. Alors, il faut manger local de saison, et si c'est un bio, encore mieux. Il faut, je dirais, intégrer aussi dans l'axe de consommation la contrainte carbone. Je crois que Stéphane Hinoux n'en a pas assez parlé, mais notre objectif, c'est 2 tonnes de carbone de CO2 en 2050, et on en est à 11 tonnes actuellement. C'est grave. Il faut que tout le monde fasse sa part. Il faut que le consommateur soit raisonnable, que le producteur soit raisonnable aussi dans le prix. Et on gagnera avec les producteurs et les consommateurs. Et puis, il y a un élément aussi, c'est cher à Stéphane Hinoux, mais à moi aussi, parce que je suis en train aussi de changer la physionomie du domaine, de faire une cuisine professionnelle. Il faut réapprendre à cuisiner. Il faut réapprendre parce que ce qui coûte cher, c'est la transformation et la distribution. Alors, on se dit, si on achète le produit à l'agriculteur local, eh ben, on arrivera à avoir des bons prix, on arrivera à faire manger pour pas plus cher. Et il faut apprendre à cuisiner, non pas ces produits toujours transformés qui s'achètent très cher, comme ce qu'on appelle le fast-food, alors qu'il y a un mouvement qui s'appelait le slow food, qui était super. Dernièrement, je recevais chez moi un cuisinier, Xavier de Bretagne, qui se reconnaîtra, pour redonner un petit peu la vie à la nourriture et à l'alimentation, parce que le repas, il ne faut pas oublier, c'est le partage, c'est la convivialité. Et là aussi, on a perdu beaucoup de temps parce qu'on travaille entre midi et deux, on essaie de manger en 20 minutes, alors que nos aînés prenaient le temps de manger, de partager, d'échanger. Et ça aussi, c'est la vie, et il ne faut pas l'oublier. Voilà, alors, bien entendu, on a mobilisé les friches rebelles avec l'association 1 Plus Bio. La friche rebelle, c'est un peu la cantine rebelle aussi, mais par la friche. Et donc, on a transformé la friche en une terre nourricière. Et on part surtout du principe que c'est de la fourchette à la fourche, et non pas la fourche à la fourchette. C'est la fourchette qui nous commande le produit. Et je dis aux collectivités, commandez-nous, et nous, on trouvera. Avec les chambres d'agriculture, et je sais que en Occitanie, on est très à même là-dessus, on commandera avec un prix décent et on trouvera la terre, on trouvera les produits. Mais faites-nous notre commande et on s'occupera du reste. Voilà, il faut que les élus comprennent ça, il faut qu'on change cette mentalité de ce que dit, c'est pour ça que je me rapproche de plus en plus, depuis 6 mois, on se connaît avec Stéphane et on s'appelle régulièrement pour dire, voilà, il faut changer, il faut que chacun y mette du sien, les producteurs, les consommateurs et les élus. C'est une question de sécurité nationale. Hein. Exactement. C'est ça. Hein. Donc, remettre la pyramide de Maslow à l'endroit, on l'a fait le temps du confinement. Après, elle est redevenue à l'envers, comme d'habitude. Mais c'est ça. Hein. Alors, il y a une petite formule que j'aime bien, hein, mais bon, elle pose les choses quand même. Le ver de terre est le meilleur allié du militaire, car il soulage ses arrières. C'est exactement ce que les militaires, les policiers, pompiers m'ont répondu. Oui, effectivement, on a été capable, pour éviter la saturation de nos infrastructures sanitaires pendant le confinement,
de mettre en place des mesures barrières. Donc, pour l'alimentation, pour éviter la saturation de nos infrastructures de sécurité, c'est-à-dire la police municipale qui serait débordée avec la police nationale, la gendarmerie et le reste de l'armée, parce qu'en fait, on serait complètement tous débordés et saturés, parce que les gens, par le ventre, se révolteraient et iraient piquer de la bouffe et compagnie. Il faudrait mettre en place des mesures barrières alimentaires. Et ça a été dans les têtes de Cro-Magnon jusqu'aux années 60. Et c'est tout simplement ça, ce bon sens qu'il va falloir réintégrer. C'est en cours. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et ça commence par la protection du foncier et la régénération également du foncier. Donc c'est pour ça que le ver de terre est le meilleur allié du militaire, car il soulage ses arrières, mais à condition d'abord de protéger le foncier. Et les collectivités locales ont sous la main une institution comme la SAFER pour faire cette partie de travail. Donc c'est d'abord ne pas nuire, primum non nocere, Hippocrate. C'est ça. Claire, des questions? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Alors, du coup, on commence à avoir des questions. Vous avez devancé la conclusion. Du coup, je vois qu'on commence à avoir une première question dans le chat. N'hésitez pas, il nous reste 3 minutes pour pouvoir les prendre. On a une personne qui nous dit, donc, effectivement, qui est ravie de vous entendre et qui nous demande quel est le lien un peu entre les écoles d'agriculture et la Chambre pour partager un peu toutes ces visions et ces horizons. Alors, je ne sais pas qui se lance du coup à répondre à cette question. Je pense que Dominique, avec son volet chambre, est plus légitime que moi pour en parler. Oui, alors tu disais quoi, Claire? Du coup, le lien que l'on pourrait faire entre les écoles d'agriculture et la chambre d'agriculture, je pense que la formation des jeunes. Oui. Alors dans le Gard, moi je parle du Gard parce que le Gard je le connais bien, j'étais président pendant 18 ans et puis il y a celle qui m'a succédé et une très grande dame, Magali Somade, qui fait un super boulot sur le terrain et on avait reçu des écoles d'agriculture dans un centre d'expérimentation des fruits et légumes au départ, c'était pour dire comment, parce que les élèves ne savent pas si les cerises sont sur les arbres ou si les melons sont par terre. Donc il faut partir de loin. On arrive à une génération où moi j'ai 60 ans, mon père était agriculteur, mon grand-père l'était, mais on arrive à une génération où on ne voit plus ça, on ne voit plus la souche. Donc il faut réapprendre. C'est le poisson carré, quoi. C'est des gens qui disent que la nourriture, pourquoi les agriculteurs se crèvent à travailler la terre alors qu'il y a tout sur les supermarchés? Voilà ce qu'on entend dans les écoles. Donc on réapprend et je sais qu'il y a des éléments forts dans les chambres d'agriculture qui s'attellent à ça. Et c'est comme ça, c'est l'avenir, c'est la jeunesse qui le fera. Et on le fait à travers les chambres d'agriculture. On fait des journées méditerranéennes des saveurs à Nîmes, on fait plein d'animations dans les transhumances, tout ce qui rapporte à l'agriculture, il faut le montrer aux jeunes, à la nouvelle génération. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrivera. C'est comme ça. C'est pour ça on s'attaque aux collectivités pour bien manger à la cantine. Parce qu'il faut penser aussi que certains, c'est le seul repas qu'ils font de la journée. Il faut penser à ça aussi. Il ne faut pas penser toujours, on va manger très bien, c'est super. Il y a un budget nourriture qui baisse et c'est à nous à le conforter, à changer la façon de cuisiner et de voir comment on peut faire. Et il y a des cuisiniers extraordinaires. Il y a des collectivités qui nous écoutent pour dire, si c'est pour faire comme on a fait hier, on n'avancera pas. Il faut être audacieux et il faut changer. Et je crois qu'on peut le faire, nous. Merci beaucoup, Dominique Granier. Alors, on nous dit aussi dans le chat que dans le Tarn-et-Garonne, le lycée agricole est partenaire du PAT départemental qui est porté lui-même par la Chambre d'agriculture. Donc, merci pour ce témoignage. Je vais vous demander à chacun, vous avez 30 secondes, 1 minute max pour conclure du coup ce webinaire. Stéphane Linou, c'est à vous. Déjà, merci de m'avoir permis d'exposer ce sujet. Et pour moi, c'est une question de sécurité collective que de protéger le foncier et de le flécher
pour du nourricier. C'est tout simplement du bon sens. Donc, oublions l'aménagement du territoire, dans le sens où il n'existe pas d'aménagement alimentaire du territoire. Il y a des aménagements du territoire pour toutes les thématiques, mais là, bizarrement, pour la nourriture, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. C'est la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, dans laquelle nous sommes encore, mais qui va devoir céder la place à la résilience. Donc pour moi, il va falloir ajouter une dose de cyrulnique dans le Ricardo. Et ça passe par une partie de diversification des productions et par une certaine forme de planification territoriale. Et on va passer, à mon avis, du P de PAT, qui est pour l'instant du projet, au P de PAT, qui sera le plan. Et avec un plan, on se met au travail. Merci beaucoup, Stéphane Linou. Merci beaucoup. Dominique Granier, à vous pour la conclusion. Je suis tout à fait d'accord avec le plan et je reviendrai en 3 minutes. C'est l'important de l'élu qui décide. Le politique, c'est le politique qui décide. C'est lui qui a décidé le confinement, c'est lui qui décide. On dénigre toujours le politique de droite, de gauche, du centre, mais c'est lui. Donc je suis moi j'ai été fils de maire pendant 40 ans, je sais, et je parle aux élus, le politique, le consommateur et bien entendu l'agriculteur. Il faut que ces 3 personnes se mettent ensemble pour être audacieux et changer, je dirais, pour voir vraiment la sécurité alimentaire de demain, ce que prenait Stéphane Linou. Même combat, la sécurité des terres, le portage du foncier et la sécurité alimentaire. Merci encore Stéphane de votre intervention et à très vite pour ce combat que nous mènerons ensemble, bien entendu, et on va vous aider aussi à rentrer, je dirais, pour que vous formiez les élus dans certaines collectivités. Et je crois qu'avec les chambres d'agriculture et la SAFER Occitanie et d'autres SAFER aussi, parce que votre livre a été diffusé au niveau national et il faut qu'il soit lu pour prendre en compte vraiment la problématique de la sécurité alimentaire. Merci à vous, merci à Claire. Merci beaucoup Dominique Granier, merci Stéphane Linou, merci à tous de votre collaboration et de votre participation. Vous retrouverez ce replay dès cet après-midi sur notre chaîne YouTube. Alors restez en ligne, hein, je vous lance tout de suite une enquête de satisfaction, donc si vous pouviez prendre quelques minutes pour y répondre, pour continuer à améliorer ces webinaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 19 mai, toujours au même horaire à 13h30, sur un sujet qui va intéresser les élus sur les procédures des terres incultes. On aura le plaisir d'accueillir 2 personnes du conseil départemental de la Lozère, Odile Jalaguier et Anne Tardieu, accompagnées de Xavier Meruex, qui est directeur départemental à la SAFER Occitanie. Et un autre rendez-vous aussi à noter dans vos agendas, une table ronde que l'on fera lors de notre assemblée générale, donc qui se déroulera en Ariège, mais qui sera retransmise en direct sur le foncier, l'alimentation, justement, on en parle, et les territoires. Donc ce sera en direct sur notre chaîne YouTube et je ne manquerai pas de vous transmettre toutes ces informations. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de nous avoir suivis. Merci.